Diplômé de l'école polytechnique, de l'École nationale des ponts et chaussées et titulaire d'un MBA du Collège des ingénieurs, il commence sa carrière en 2001 au sein de la direction départementale de l'équipement des Alpes-Maritimes. En 2004, il est nommé conseiller de Gilles de Robien, alors ministre de l'Équipement, des Transports et du Tourisme. Il rejoint ensuite le groupe SNCF en 2006 en tant que directeur de cabinet du président, puis directeur du réseau ferroviaire Nord et Ouest d'Île-de-France. Après un passage chez Eiffage, il revient dans le giron du groupe ferroviaire en 2011 pour prendre la tête de Thalys International, avant de devenir directeur général de voyagesncf.com. En 2017, il rejoint le comité exécutif du groupe Accor en tant que PDG d'Accor Europe. Et en janvier 2021, il est nommé directeur général du groupe Pierre et Vacances Center Parcs. Sa mission, redresser un groupe affaibli par la crise sanitaire et les multiples mesures de restriction concernant le secteur touristique. Dès son arrivée, il lance le plan Réinvention 2025. L'objectif, développer un tourisme à impact positif qui apporte des bénéfices au territoire, participe à leur vitalité et concourt à la transition écologique. Le groupe s'est par ailleurs doté d'une raison d'être qui consiste à proposer un tourisme de proximité pour redécouvrir l'essentiel dans un environnement préservé. Pierre et Vacances Center Parcs, vous connaissez forcément. Créé en 1967 à Avoriaz, c'est le leader européen du tourisme de proximité. Avec ses 4 marques emblématiques, Pierre et Vacances, Center Parcs, Maeva, Adagio, le groupe compte plus de 12 000 employés et exploite un parc touristique de 44 500 appartements et maisons situés sur 283 sites en Europe. J'ai la chance de recevoir pour ce podcast Demain vous appartient un dirigeant engagé, Franck Gervais. Bonjour. Bonjour Claire. Alors la première question que j'ai envie de te poser, Franck, c'est qu'est-ce que la RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise, pour toi? Est-ce que c'est une priorité en tant que chef d'entreprise? C'est plus qu'une priorité, c'est une obligation et je pense que ne pas s'en occuper aujourd'hui comme chef d'entreprise, ce serait irresponsable en fait. Ce serait irresponsable en tant que chef d'entreprise d'un point de vue, ne serait-ce que d'un point de vue business. On va parler de la vie du citoyen, Franck Gervais, mais d'un point de vue business, quand on sait les ravages aujourd'hui et combien la question est urgente, 2 chiffres que je regardais ce matin, déforestation, hein, il y a chaque année l'équivalent de 4 fois la Belgique qui est déforestée dans le monde, et disparition, biodiversité, disparition des espèces, depuis 30 ans, c'est moins 80%. Donc ça, en fait, ça perturbe tous nos écosystèmes, sanitaires, climatiques, humains, et donc ne pas s'en occuper, ça veut dire qu'on ne fait pas notre boulot de performance, de projection d'un groupe, et puis de réponse aux aspirations des clients et de nos employés. Et donc, est-ce que tu partages cette conviction qui est la mienne, que si on parle de RSE en fait, depuis 10-15 ans, aujourd'hui, on est vraiment face à un phénomène nouveau qui est celui de l'entreprise citoyenne, de l'entreprise engagée, de l'entreprise qui finalement a un vrai rôle à jouer dans l'intérêt général? Oui, je pense que avant la RSE, c'était le sujet des ONG qui nous alarmaient, etc. De temps en temps, les politiques s'en souciaient. On se souvient tous de Chirac et de la maison qui brûle. Ouais. Mais il fallait faire sa petite sortie sur la RSE de temps en temps. En fait, c'était ça avant. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que c'est le sujet majeur de tout le monde et que le levier d'action, il appartient aux entreprises et, j'allais dire uniquement aux entreprises, en tout cas très majoritairement aux entreprises. Pourquoi ? Parce que les entreprises, c'est elles qui influent le mode de consommation des clients, des citoyens, puis c'est elles aussi qui attirent ou attirent moins des collaborateurs. Et donc, en fait, elles sont au centre du jeu. Et enfin, j'allais dire, après 3 ans d'hésitation, enfin, et comme souvent au pied de l'urgence, au pied de phénomènes qu'on a tous déplorés, mais enfin, les boîtes agissent avec une vraie transparence, globalement, et puis des vrais plans d'action. Alors, à propos de plans d'action, comme je l'évoquais dans mon introduction, en 2021, un plan stratégique a été lancé qui s'intitule Réinvention 2025, avec une ambition forte qui est agir pour un tourisme à impact positif. C'est un plan d'action global qui est porté par toutes les marques du groupe. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ce plan ? Oui, donc c'est notre plan stratégique. Donc il faut se remettre dans le contexte. On est début 2021. Début 2021, on est en plein Covid. On a un peu oublié, mais on est en plein Covid. Le groupe va pas bien. Le groupe Pierre et Vacances Center Parcs, il va pas bien parce que tout est fermé. Tous nos parcs, nos résidences sont fermés. Et donc, il faut qu'on se
projette. Il faut aussi qu'on se sorte d'une situation financière très, très difficile. Mais il faut qu'on donne une aspiration, une projection à ce groupe. Et en fait, il faut qu'on se réinvente. Et donc, on invente, il existait le nom, hein, mais en tout cas, notre plan stratégique s'appelle Réinvention 2025, qui dit, c'est pas que la réinvention d'un groupe avec sa gouvernance, ses process, etc. C'est notre vision et notre vision, en fait, du tourisme. C'est ce qu'on sait faire. Nous, on offre des expériences de tourisme à nos clients. Et donc, on veut réinventer le tourisme. Comment ? Pour que le tourisme soit beaucoup plus proche, beaucoup plus responsable, beaucoup plus authentique, beaucoup plus, en fait, en alignement avec les aspirations des clients. Et donc, on a 3 axes dans notre plan stratégique en disant, en fait, c'est vraiment c'est un tabouret, c'est un trépied. Il n'y a pas un des 3 axes qui peut disparaître. Les 3 axes, c'est l'expérience client, parce que quand tu viens chez Pierre et Vacances, chez Center Parcs, avec tes amis, avec ta famille, tes enfants, bah, tu as envie de te faire plaisir, tu as envie de beau, d'esthétique, tu as envie d'apprendre, c'est fondamental. Le deuxième axe, c'est une politique en termes de responsabilité sociétale et environnementale forte et qui soit au cœur, qui nourrisse notre stratégie. Donc c'est vraiment le deuxième axe stratégique. Et le troisième, c'est la performance qu'on n'avait pas eue depuis des années. Mais en tout cas, c'est clé pour nous de dire, on a une vision du tourisme qui est un tourisme vraiment authentique, responsable, et on veut, nous, être le groupe qui réinvente ce tourisme. Et pour bien comprendre ce que c'est, je vais dire ce que c'est pas. C'est-à-dire qu'on a tous vu, vécu, subi, déploré l'image du touriste qui vient de 3, 4, 10 000 kilomètres de là, à Paris. Il vient avec son avion low cost. Il vient en avion low cost. Sa petite valise qui traîne sur les pavés parisiens, louant un appartement d'un propriétaire qu'il ne connaît pas, ne profitant pas du tout et ne faisant pas du tout profiter les commerçants, artisans locaux de sa venue pendant 3-4 jours, postant ses photos sur Instagram, allant probablement délabrer un peu l'appartement au passage, repartant et disant « j'ai fait Paris ». Et je peux remplacer Paris par Barcelone, etc. Ben, nous, c'est l'opposé de ça. On est à l'opposé de ça. On veut des gens qui soient dans des environnements, qui soient des environnements préservés, où il y a une vraie relation, un lien social qui se crée, qui se recrée entre touristes et collaborateurs du groupe, un respect réciproque, et puis le fait qu'on apprenne, qu'on découvre, en fait qu'on s'ouvre, plutôt qu'on soit dans une consommation frénétique, effrénée et qui n'a aucun sens. Et Réinvention 2025, du coup, ça veut dire que vous avez des objectifs précis pour 2025 ? Très précis, sur chacun des 3 critères. Hein. Donc, je ne veux pas parler ici de nos critères de performance, mais on en a beaucoup. D'expérience client, beaucoup. Et ce qu'on voit, c'est que les 2 vont très bien, des critères de performance financière et d'expérience client. Et c'est cohérent avec le fait que les critères sur la RSE soient aussi très nombreux et soient aussi très étayés et vont aussi dans le bon sens. C'est quoi ? C'est de se dire, on a une stratégie RSE avec sur le volet environnemental 3 aspects. Donc on va être, nous, les acteurs de la transition écologique. On veut absolument faire profiter les territoires dans lesquels on est de notre présence. C'est fondamental. Et puis le 3e point, c'est qu'on est un moment privilégié pour des clients et des collaborateurs, mais ils passent chez nous une semaine dans un environnement préservé, privilégié. Donc on a l'occasion de les faire changer d'habitude de consommation et puis de ramener ça à la maison. Et donc on a un comité RSE, c'est 4 fois par an. C'est le COMEX qui, 4 fois par an, pendant une demi-journée complète, se réunit sur ces critères-là. Et donc les critères, ils sont issus de mes 3 piliers. Et on a un plan très clair, 2023, 2024, 2025, des points de passage. Ouais, vous avez des KPI pour mesurer des KPI chaque année, pour tout le monde. Et on sait si on est vert, orange, rouge. On communique dessus. Parce que je pense qu'un des leviers très important pour progresser, c'est d'être transparent et de se mettre une pression par l'extérieur. Et puis on incentive aussi tous les collaborateurs du groupe, puisque dans le bonus de tout le monde, il y a des critères KPI, des critères de RSE qui sont connus dès le départ. Voilà, donc il n'y a pas de... J'allais dire, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas d'incohérence. On veut vraiment être très cohérent sur le fait que la RSE, elle est au cœur de notre strate pour réinventer le groupe et le tourisme. D'accord.
On va parler un peu de raison d'être, puisque le groupe a adopté une raison d'être. Est-ce que c'est important pour le groupe d'avoir une raison d'être? Est-ce que ça change vraiment quelque chose, finalement? Oui, notre raison d'être, elle a précédé notre strat RSE. Mm. Et donc, c'est important parce qu'en fait, c'est quoi? C'est notre boussole, c'est notre vision, en fait, c'est ce pourquoi on est là. J'allais dire, quelles que soient les saisons, quels que soient, à la limite, les chefs à la tête de ce groupe. Et donc, notre raison d'être, voilà, c'est celle qui guide l'action des 12 000 collaborateurs du groupe. Et c'est quoi? C'est un engagement très, très fort qui dit, nous, on agit, on est dans l'action pour que chacun puisse redécouvrir l'essentiel, chacun des mots a son importance, agir pour que chacun puisse redécouvrir l'essentiel dans un environnement préservé. C'est ça notre raison d'être, et tire après toutes nos actions. On parlait de KPI tout à l'heure. Un des gros KPI, c'est de dire d'ici 2030, on va faire moins 50%, moins 46% exactement, de consommation d'empreinte carbone. Mais c'est notre boussole qui rend cohérente toutes nos actions derrière, et elle est clé pour nous. Donc le premier pilier de cette raison d'être, c'est le tourisme de proximité. Je recevais à ce micro la semaine dernière Hortense Aran, qui est fondatrice de WeTrade Local, et qui nous expliquait que les 70 dernières années de mondialisation ont eu un impact négatif sur notre capacité à consommer local, parce qu'on s'est habitué à avoir tous les produits, quelle que soit la saison. Est-ce que le groupe Pierre et Vacances est mobilisé sur ce sujet du consommer local? C'est fondamental. Parce que nos clients sont locaux. Tourisme de proximité, c'est quoi? C'est à moins de 500 km. Un chiffre à avoir en tête, entre un client international, donc qui vient de loin, et un client local, son empreinte carbone, il y a un rapport de 1 à 15. Donc, je ne dis pas qu'il n'y aura plus de tourisme international. On a envie de faire découvrir à nos enfants d'autres contrées. C'est ça aussi le tourisme, c'est de découvrir d'autres cultures, civilisations. Par contre, on va le faire beaucoup plus qualitativement et beaucoup moins quantitativement. Nous, un client Center Parcs, en moyenne, il est à 250 km du Center Parcs qu'il va visiter. Et donc, on a un investissement, une vraie conviction très, très forte sur ce consommer local, cette empreinte locale, découvrir des contrées qui étaient à côté de chez nous et qu'on ne connaissait pas. Et donc ça, c'est clé. Moi, dans une vie précédente, j'avais fait quelque chose qui était par rapport à cette question de l'entièreté, l'exhaustivité de l'offre que tu mentionnes. Donc chez Accor, j'avais lancé une marque qui existe toujours, qui s'appelle Grit. Grit, c'était être complètement local. Complètement local, ça voulait dire quoi? Emploi 100% local. Ça voulait dire tout ce qui était food and beverage complètement local. Et donc, au départ, tout le monde m'a dit, mais en fait, tu peux pas, parce qu'au petit déjeuner, le petit déjeuner de l'hôtel, il y a pléthore d'offres. Il y a croissant, pain au chocolat, confiture fruits jaunes, confiture fruits rouges, tout. Donc, tu peux pas concevoir un truc où il n'y a pas tout ça. Et en fait, on a fait l'inverse. On a dit, non, voilà pourquoi il y a une offre limitée, mais on va vous dire pourquoi elle est limitée. C'est un choix, c'est une conviction. C'est pas parce qu'on s'est réveillé ou que par la contrainte économique. Non, vous êtes en Bourgogne. C'était le premier hôtel à l'époque qui ouvrait en Bourgogne. Vous êtes en Bourgogne. Il y a des fruits rouges en Bourgogne. Il y a moins de fruits jaunes. Voilà pourquoi vous aurez de la confiture à la groseille. Donc, c'est ça qu'on fait. Et donc, dans le consommer local, nous, on incite nos clients à aller près de chez eux en disant, regardez, il y a plein de choses magnifiques, des résidences, des lieux, des parcs proches de chez vous. Et donc, consommer plutôt local. Pourquoi? Parce que c'est ça qui fait que vous pourrez toujours prendre du plaisir, avoir des week-ends, des vacances. Moi, je n'ai aucune intention de renoncer à mes week-ends ou à mes vacances. Par contre, différemment, très différemment. Alors, le deuxième pilier s'intitule « Se concentrer sur l'essentiel ». Qu'est-ce que cela signifie finalement? C'est quoi l'essentiel? L'essentiel, c'est... Il y a une chose essentielle, en fait, que le Covid nous a apprise. Quand on fait toutes les enquêtes auprès des clients, ils nous disent, en fait, qu'il y a deux choses, en fait, qui leur ont manqué. Et ils disent, l'essentiel, c'est quoi? C'est le temps et mes proches. Et finalement, avoir le temps de pouvoir profiter de mes proches. Parce qu'ils ont failli, on a tous penser qu'on allait devoir renoncer à ça. Il y a malheureusement certaines personnes qui ont dû y renoncer. Et donc, c'est ça, l'essentiel, c'est de vivre des expériences qui soient des expériences, on appelle ça transformantes, mais des expériences dont tu te souviens éternellement, des photos, du souvenir. C'est les premiers pas des enfants, c'est le premier contact des enfants avec la terre, c'est comment ensemble on se met à la même hauteur physiquement pour aller ramasser, cueillir des fruits, ramasser des légumes, bêcher la terre, donner à manger aux animaux.
Et c'est ça, en fait, l'essentiel, c'est de grandir ensemble, d'apprendre ensemble. Et c'est ça, nous, qu'on propose, qu'on offre à nos clients en disant, on connaît la vie qu'on a tous les jours. Beaucoup ont une vie citadine, très dense, très contraignante. Et donc, on n'a plus le temps de prendre le temps d'être avec nos proches. Et donc, on leur dit, venez chez nous pendant 5 jours, en moyenne. Vous allez vous dépolluer au sens propre et figuré de tout ce qui fait votre quotidien. Voilà, donc vous dépolluez de tout ça. Et nous, on crée les conditions pour que vous soyez de nouveau alignés et que vous repartiez avec un baromètre familial et personnel de votre bien-être qui soit dopé par rapport au baromètre que vous aviez quand vous entriez chez nous. C'est ça qu'on leur propose et c'est ça qui fait leur satisfaction puisqu'ils reviennent tous. Nous, on a un taux de satisfaction et surtout de fidélisation parce qu'à la fin, on peut raconter nos histoires, mais à la fin, le seul truc qui compte, c'est est-ce que nos clients sont contents. Et donc, ils nous disent tous, on est très contents, on gagne 20 points de satisfaction sur l'expérience client depuis 1 an. Et puis surtout, le taux de repeat, les gens qui reviennent d'une fois sur l'autre est très élevé. C'est plus de 50% de notre clientèle parce qu'ils disent, je veux revenir. Et le plus grand ambassadeur de la marque Center Parcs, de la marque Pierre et Vacances, le plus grand, ce sont les petits, parce que les enfants, quand ils repartent, disent « je veux revenir chez Center Parcs, je veux revenir chez Pierre et Vacances ». Alors, on va passer au 3e pilier de cette raison d'être, qui est la préservation de l'environnement. Vos infrastructures sont installées au cœur de la nature. Comment est-ce que vous faites pour préserver la biodiversité ? Je pense, par exemple, au Center Parcs construit dans les Landes, qui a pu susciter quelques interrogations. Oui. Alors, la nature, nous, c'est le cadre dans lequel on évolue. Donc, un Center Park, c'est en moyenne 150-200 hectares de parc au cœur de la nature. Et c'est pas que un cadre. C'est d'abord un capital qu'il faut qu'on préserve. Donc, ce qu'on souhaite quand on va quelque part, comme dans les Landes de Gascogne, c'est renaturer. En fait, notre vision d'ailleurs de la RSE, côté environnemental, c'est pas que diminuer notre empreinte carbone. Je l'ai dit, on s'est engagé à faire moins 46%, c'est moins 5% par an, on va le faire. Mais c'est aussi avoir une contribution positive. Et donc, c'est comment est-ce qu'on renature, comment est-ce qu'on recrée des réserves de biodiversité. Et ça, c'est ce qu'on a fait, par exemple, dans notre village du Rouret, Pierre et Vacances, où on a 25 hectares qu'on possédait, qu'on a revendus à la collectivité locale et sur lesquels on a recréé de la biodiversité, de la protection animale, des espaces préservés pour eux. On y emmène nos clients pour qu'ils puissent être sensibilisés à ça. Donc ça, pour nous, c'est fondamental de recréer, de replanter. Et ça, c'est ce qu'on fait. On s'est engagé à replanter des feuillus partout où on va et avoir vraiment des plans de gestion écologique de nos espaces. Et puis, c'est aussi une occasion pour emmener nos clients au cœur de cette nature qu'ils connaissent mal. Dans chaque Center Parcs, on a un engagement que dans chaque Center Parcs, tous nos clients se voient proposer une activité en lien avec la nature, un parcours nature qui commence dans la maison de l'environnement, qui les emmène dans des espaces guidés. Et donc, on les prend par la main, littéralement, eux, les enfants. Ça dure 1h30, parce qu'après, les gens, surtout les petits, en ont assez. Au bout d'1h30, ils veulent retourner faire du vélo ou du tir à l'arc. Mais 1h30 et on les sensibilise à ça. On les sensibilise au fait que cultiver la terre, ça se fait au fil et au gré des saisons. Que les insectes, c'est pas que des choses qui te piquent en été, mais c'est clé pour préserver notre écosystème, notre alimentation. Et donc, ils repartent de là en disant tous, je savais pas et je repars différent de tout ça. Et donc, c'est ça qu'on veut faire dans la préservation de la nature. D'accord. C'est très clair. Pour revenir sur les 46% que tu évoquais tout à l'heure, donc c'est un engagement que vous avez pris pour réduire vos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Est-ce que tu peux nous donner quelques initiatives mises en place pour proposer à vos clients des vacances bas carbone, quelques exemples concrets? Alors, on a d'abord, nous, quand on regarde notre consommation carbone, on voit que l'essentiel de notre consommation, de notre empreinte carbone, elle est liée à ce qu'on appelle le scope 3, qui est tout ce qui est transport ou restauration. Donc ça, déjà, nous, vraiment, on leur dit, on souhaite et on fait tout pour que vous preniez le train quand vous venez chez nous. Et on organise train plus navette. Et d'ailleurs, c'est facile parce que dans un Center Parcs, tu laisses ta voiture, si tu viens en voiture, tu la laisses
sur le parking et dort pendant 5 jours. Donc on leur dit franchement, venez en train, ça va être beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable. Donc ça, c'est un premier point fondamental pour nous. Après, on travaille d'abord sur nous, notre empreinte à nous, carbone. Donc qu'est-ce qu'on fait? On émet, on consomme de l'énergie, comme tout le monde. Donc que ce soit dans la phase de construction ou la phase d'exploitation, on souhaite baisser. Donc on souhaite, dans la consommation d'énergie, aller vers des énergies alternatives aux énergies fossiles. Exemple, géothermie, exemple, biomasse. Géothermie, c'est ce qu'on a fait sur notre quasi-dernier Center Parcs près de Paris, près de Disney, qui s'appelle Village Nature. En mettant de la géothermie là-bas, géothermie, pour tout le monde, on va creuser à 2 km, on trouve de l'eau, des nappes d'eau à 85 degrés, qu'on doit un peu d'ailleurs baisser en température pour qu'on puisse la consommer. Ça sert toute notre consommation d'eau chaude sur un parc de 800 cottages, donc qui accueille, on va dire, en moyenne 4000 personnes par la géothermie. La géothermie, là-bas, ça fait quoi? Ça fait une économie de 7000 tonnes de CO2. C'est quoi? C'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Un aller-retour Paris-New York, c'est 2 tonnes de CO2 par personne. Donc ça veut dire que on économise 3000 allers-retours Paris-New York en mettant la géothermie sur ce parc. Et donc cet exemple-là, il peut prendre l'exemple de biomasse. Donc on chauffe au bois, hein, en gros avec du bois, sélectionné avec les agriculteurs environnants. Ça, on l'a sur un autre Center Parcs, Trois-Forêts. On a sur le dernier que tu citais, Landes de Gascogne. Et donc notre vision, nous, c'est de dire, c'est simple, d'ici 2030, d'ici à l'horizon de 10 ans, il faut que tous nos parcs aient switché vers ce type d'énergie. Ça nécessite des investissements, ça nécessite des discussions avec les propriétaires des parcs, mais c'est l'avenir. C'est l'avenir parce qu'on va consommer moins, on va être beaucoup moins dépendant d'énergie fossile. Et là, on voit depuis 1 an combien c'est problématique et coûteux, au-delà des sujets environnementaux. Et puis après, ce qu'on fait aussi, c'est qu'il y a un gros sujet de rénovation de notre bâti. Pour te donner un exemple, et c'est comme nos appartements, hein, appartements ou maisons, c'est quand on rénove le bâti. On a fait ça sur nos 300 logements du Pierre et Vacances de Belle-Dune, qui est dans le Mercantaire, près du Touquet. D'un coup, en faisant ça, l'appartement, la résidence consomme 30% d'énergie en moins. Et donc, c'est ça qu'il faut faire. Et on a la chance en France d'avoir une industrie du bâtiment, de la rénovation, hyper en avance. Et donc, c'est l'avenir, il est ça. Et par exemple, à la montagne, je l'ai dit, on a un parc à la montagne qui est déjà suffisamment important. On n'a pas besoin d'aller reconstruire, rebétonner. Il faut se concentrer sur l'existant à la montagne. Et il faut juste rénover absolument tout le parc à la montagne. Le prochain qu'on va faire, il est à Avoriaz. On est présent là-bas depuis 50 ans. Donc, on a un parc à rénover. Et bien, quand on va le faire, on va mettre des façades bois sur l'une de nos magnifiques résidences. Là, d'un coup, c'est moins 50% de consommation énergétique. Et donc, c'est ça qui est notre engagement en la matière. Bah écoute, c'était exactement la question que j'allais te poser. Donc, tu as un peu anticipé, mais vous avez investi massivement pour moderniser tous vos Center Parcs. Et aujourd'hui, 85% des cottages sont neufs ou rénovés et 100% des sites sont labellisés Clé Verte, qui est le premier écolabel pour l'hébergement touristique. Donc, tu as en partie répondu à ma question, mais le critère environnemental, il est vraiment pris en compte quand vous faites ces rénovations, en fait. Oui, c'est fondamental, que ce soit la rénovation, que ce soit la construction neuve. Construction neuve, on va avoir une obligation qu'on impose à nos partenaires, par exemple sur tout ce qui est tri des déchets. Ça, c'est fondamental. Et donc, ils le font pour 85% d'entre eux, parce qu'il y a des filières de tri des déchets maintenant qui sont fondamentales. Donc ça, on le fait. Et puis, pour la construction aussi, on a des labels de construction. L'avantage d'un label, en général, pas grand monde ne sait ce qu'il y a dedans, parce que c'est très technique, mais ça a 2 avantages. 1, ça t'oblige, c'est-à-dire que tu l'as ou tu ne l'as pas. Et 2, le client, lui, voit s'il y a un label de construction HQE++, nous on appelle ça BREEAM, peu importe, mais en tout cas, c'est quelque chose de visible du client qui nous engage, qui est très opérationnel. Et donc, on veut les meilleurs labels en termes de construction ou de rénovation. Et moi, je rêve en fait d'un jour qui est pas si lointain, où aujourd'hui, le client choisit, il a 2 critères aujourd'hui essentiellement, le prix et puis les notes, les fameuses notes de satisfaction. Et moi, je rêve que un jour, le client choisisse son lieu, sa marque, son produit, en fonction de la note environnementale qui sera donnée par un organisme indépendant, hein, parce que sinon, chacun va donner la sienne. C'est pas très objectif. Et en disant, voilà pourquoi je vais prendre ce produit, cette marque, parce que
tous les critères RSE me disent qu'il est 5 sur 5 en termes de notation. Oui, absolument. Et c'est de plus en plus le cas quand même, en tout cas dans d'autres secteurs. Ouais. C'est un critère qui est de plus en plus pris en compte par le consommateur. Dans d'autres secteurs, pas encore tellement dans le secteur touristique. Ça va venir. Un petit mot sur l'eau. Le sujet spécifique de l'eau après la sécheresse de l'été dernier et même celle de cet hiver. Le sujet de la répartition de l'eau est aujourd'hui au cœur des préoccupations. Est-ce que vous menez des actions concrètes pour réduire votre consommation d'eau? Ouais, nous, c'est important l'eau, parce que forcément, dans un center park, tu as des bassins aquatiques, ludiques, des piscines, donc c'est fondamental. Donc, déjà, ce qu'on fait, c'est qu'on a des bassins tampons dans nos center parks. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute l'eau qui est dans des installations extérieures, nous, tous les soirs, on la rentre. On vide, on rentre l'eau pour la ressortir le matin et éviter du coup qu'elle se refroidisse, qu'on chauffe de façon stupide dans la nuit. Et donc, on a des bassins tampons pour pouvoir faire ça et éviter d'aller simplement évacuer dans des réseaux d'eau extérieurs et repomper dans la nappe ou dans d'autres réseaux. Donc ça, on a... Maintenant, quand on doit évacuer notre eau, parce qu'on a évidemment une obligation d'aller nettoyer, filtrer, donc il y a de l'eau qu'on évacue, l'eau de consommation aussi. Ce qu'on fait dans tous nos center parks, dont dans le dernier de Landes de Gascogne, c'est que on a mis des marais épurateurs qui font que l'eau va dans ces marais-là et va progressivement s'évacuer plutôt qu'on la rejette. Donc ça, c'est un autre type d'action qu'on fait. Et puis, celle qu'on fait de façon très, très forte, c'est l'eau que toi, moi, pouvons consommer en tant que client. Et en disant, petit geste, apprenez à fermer votre robinet, apprenez à prendre... les éco-gestes. Les éco-gestes, parce que comme on est dans des expériences où, une fois que tu as payé ton séjour, tu ne vas pas payer ta consommation d'électricité, ta consommation d'eau. Donc, il y a un petit risque au côté, comme ce n'est pas moi qui paye, la ressource, elle est illimitée parce que je ne la paye pas, elle est gratuite pour moi. Et donc, on sensibilise tous nos clients et on a sensibilisé vraiment nos collaborateurs à dire, et on l'a vraiment assumé en montrant des choses très, très simples, très palpables sur les éco-gestes et tout ce que ça pouvait économiser pour la planète. Et ce qui est bon pour la planète est bon pour chacun. Donc voilà, on dit, on n'est pas dans un environnement à ressources illimitées. Et donc, on est tous responsables ici aussi. Oui. Alors, un petit mot sur la restauration. Vous proposez aux clients une restauration responsable et vous travaillez avec des partenaires qui intègrent notamment les critères du bien-être animal. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette démarche? Oui, alors là-dessus, on a la restauration chez nous, c'est un exemple de sujet où on n'est pas directement nous en charge parce qu'on a des partenaires. Voilà, ce sont des sous-traitants, partenaires, mais l'avantage, c'est qu'on en a par exemple que 2 pour 30 center parks, donc ça facilite la discussion. Et donc, on a évidemment l'intégration du bien-être animal dans tous les achats que eux font. On a évidemment, et on a signé une charte avec eux pas plus tard que l'été passé pour pousser le bio, le local, la moindre consommation aussi, donc éviter le gaspillage. Et ce qu'on voit, c'est que ça marche, donc on baisse les consommations, on baisse le volume de déchets et on assume fort qu'il n'y ait pas, un peu ce que je disais tout à l'heure dans ce que j'avais lancé dans une autre marque hôtelière, c'est qu'il n'y ait pas tout partout. Et on le dit, et je pense que là aussi nos habitudes, elles ont changé, parce qu'on a tous en tête ces buffets illimités, matin, midi ou soir, et maintenant, en fait, chacun se dit, mais à quoi bon? Où est-ce que ça va après? Alors, il y a eu des magnifiques initiatives, il y a des superbes start-up, ex-start-up, Too Good To Go. Mais à la fin, on se dit que si on pouvait limiter à la source, ça éviterait quand même d'aller ensuite avoir à se préoccuper de comment on peut utiliser ce qui n'est pas consommé. Donc, plus petite quantité dans les assiettes, et puis on invite les gens à aller se resservir s'ils ont faim. Mais à la base, plus petite quantité, plus quali, moins quanti. C'est très clair. On va passer à une question autour du recrutement, parce qu'on sait que c'est un vrai sujet alors, pour toutes les entreprises, mais encore plus pour le secteur de l'hôtellerie-restauration. Une étude récente a montré que 2 Français sur 3 tenaient compte de la politique RSE d'une entreprise lorsqu'ils postulent. Toi, est-ce que c'est un phénomène que tu constates? Je sais que vous avez des difficultés particulières à recruter, mais est-ce que tu sens que les valeurs de l'entreprise, c'est vraiment quelque chose qui entre en ligne de compte quand quelqu'un postule chez vous? C'est la première question qu'ils nous posent maintenant.
Et quand je disais côté client, le premier critère, c'est encore le Oui. prix. Oui. Eh bien, aujourd'hui, le premier critère pour nos talents, pour qu'ils nous rejoignent, la première question, c'est vraiment est-ce que ce que vous faites est porteur de sens? Est-ce que ça va dans le sens de la protection de la planète, des territoires, de donner du sens? Et c'est pour ça qu'en fait, oui, comme tout le monde dans le secteur, on a eu quelques soucis à recruter, mais globalement, le groupe Pierre et Vacances Center Parcs, en ayant assumé très très tôt qu'il voulait être le leader de ce tourisme à impact positif, ce tourisme de proximité, en fait, attire plein de talents. Là où j'avais du mal à attirer il y a 2 ans, aujourd'hui, j'ai plein de talents qui toquent à ma porte pour dire, en fait, j'ai vu ce que vous faisiez et je veux être de cette aventure. Après, on a un point qui est avec ceux qui viennent chez nous, qui nous rejoignent que pour quelques périodes. C'est les saisonniers. Là, c'est plus difficile. Nous, on recrute à peu près 1000. On a dans nos installations à peu près 1000 saisonniers, l'été, l'hiver. Et donc, la difficulté, c'est de dire comment est-ce qu'on les recrute et comment est-ce qu'on les fidélise. On arrive à les fidéliser parce que 60% d'entre eux restent avec nous d'une saison sur l'autre et en moyenne, ils restent 4 saisons. Donc pour un saisonnier, c'est bien. Et donc on veut être aussi responsable vis-à-vis d'eux en disant, c'est pas parce que vous n'avez pas un CDI que vous ne devez pas bénéficier de hébergement gratuit. Et si vous êtes saisonnier à la montagne et que nous, on n'offre pas d'hébergement, le saisonnier ne viendra pas. C'est beaucoup trop cher pour lui, évidemment. Donc hébergement gratuit, on l'offre. Une semaine gratuite chez nous à la fin. De la formation, parce que même si vous êtes saisonnier, eh bien, vous avez envie d'avoir une formation et puis d'acquérir vraiment des compétences pour ensuite acquérir un CDI. Donc ça, on le fait. Et voilà, donc ça, nos saisonniers, c'est quelque chose de clé pour nous parce que c'est dans notre modèle d'avoir des gros pics de consommation l'été, l'hiver. Mais on souhaite être responsable aussi vis-à-vis de nos saisonniers. C'est fondamental, tout autant qu'avec nos personnels en CDI. Et cette quête de sens qu'on voit beaucoup en France, est-ce que tu l'observes aussi dans les autres pays en Europe ? Alors nous, on est dans les pays de l'Europe du Nord, Allemagne, Belgique, Pays-Bas. Alors là, c'est consubstantiel à eux. Donc ça veut dire qu'ils ont une maturité plus forte et une expérience plus ancienne, plus ancrée que nous. Maintenant, je trouve très sincèrement que la France a rattrapé, et ce qu'on fait en France pour Center Parcs est du même niveau que ce qu'on fait aux Pays-Bas pour Center Parcs. Donc on a rattrapé notre retard et on a une vraie homogénéité là-dessus. On est aussi en Espagne pour Pierre et Vacances. Le sujet là, c'est pas l'hiver, c'est l'été. Comment est-ce qu'on limite la climatisation en Espagne? Voilà un beau sujet. Pareil, très bon niveau de maturité. Donc globalement, je trouve que ça y est, tout le monde a atteint le bon niveau là-dessus. Oui, le mouvement est enclenché. Et pour rester donc justement sur ces valeurs, pour essayer d'engager les salariés dans la politique RSE du groupe, pour les mobiliser, comment on fait quand on a 12 000 salariés pour les fédérer autour de valeurs communes? C'est pas évident, j'imagine. Non, c'est pas évident. C'est pour ça ce qu'il faut, c'est surtout pas être blablateux, stratosphérique. Il faut que ce soit très concret pour eux. Ouais. Donc les salariés du groupe Pierre et Vacances Center Parcs, ils bossent pour une marque. Ça peut être Pierre et Vacances, là qui s'engage sur des vacances bas carbone. Ça peut être Center Parcs, dont le motto c'est au cœur de la nature, au cœur de votre nature. Ça peut être Maeva, qui est l'accélérateur de la transition écologique dans le tourisme, ou ça peut être Adagio. Adagio, c'est des appartements, des appart-hôtels au cœur des villes, cela. Mais là, Adagio dit mettre beaucoup plus de vie et beaucoup plus de respect dans la ville. Donc chacun, en fait, a sa feuille de route, son engagement dans sa marque, et selon si tu es à l'IT, selon si tu es à l'accueil sur le terrain, selon si tu es maître nageur, chacun a une action très concrète, un ensemble d'actions très concrètes dans son parc, dans sa résidence de tourisme, pour dire voilà où je dois être à la fin de l'année et je vais être mesuré là-dessus. Et je peux te dire qu'il y a un engouement énorme pour aller battre les objectifs qu'on s'est fixés, mais chacun les a de façon très claire et très palpable, parce que sinon ça reste un truc un peu en l'air et ça marche pas. C'est pas cohérent avec le sujet. Alors, on va parler un petit peu de la fondation du groupe Pierre et Vacances, qui s'est donné pour mission principale d'aider les familles
en difficulté. Ça, c'est le sujet social, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup, beaucoup d'environnement ces derniers temps. On a tendance à oublier un petit peu aussi les combats sociaux et sociétaux. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous avez choisi ce combat? Pourquoi aider les familles? Comment vous avez fait ce choix? Et qu'est-ce que vous faites concrètement? Mais d'abord, les familles, c'est la clientèle de Pierre et Vacances Center Park. C'est 80% de notre clientèle, donc ça nous concerne. Et ensuite, la fondation, ce qu'elle s'est dit depuis maintenant 5 ans, c'est on a ce combat sociétal d'aller aider des familles qui sont en fragilité. Ça peut être une fragilité liée à la maladie d'un enfant. Ça peut être la fragilité liée à la situation économique de la famille, la pauvreté. Ça peut être aussi des fragilités liées à des séparations. Et on sait aujourd'hui combien les séparations peuvent créer des situations problématiques. Ça peut être aussi, voilà, ça peut être tous ces sujets-là, des accidents de la vie au sens large. Et donc, on a souhaité, depuis maintenant 5 ans, accueillir en tout plus de 100 000 personnes qui ont été soutenues. Et donc, ça représente près de 40 associations. Donc, c'est à la fois du don en argent, c'est du don en nature. Don en nature, c'est-à-dire que c'est nos collaborateurs. Et on a un tiers aujourd'hui qui donne de son temps dans le groupe pour aller monter un site web, aider à la compta de telle et telle association. Et ça, c'est du bénévolat hyper positif. Et puis la troisième voie, c'est de dire on a des installations, venez chez nous, parce que vous n'avez pas forcément l'occasion de passer 2-3 jours dans un Pierre et Vacances, dans un Center Parks. Et donc ça représente près de 1500 séjours chaque année qui sont offerts à ces familles. Et c'est une chance unique pour elles, c'est-à-dire que leur vie a été changée grâce à ce moment-là, avec des sourires sur les visages des enfants en particulier qui sont éternels et qui changent complètement leur vie. Donc cette fondation, c'est ça, sa vertu. Et vous travaillez avec des associations. Je pense par exemple à l'association SOS Village d'enfants ou Magie à l'hôpital. Qu'est-ce que vous faites concrètement avec ces associations et comment ça s'articule en fait? Quel est le rôle de chacun? Donc les associations, je disais qu'on en avait 40 en partenariat. Après, nous, ce qu'on veut, on pourrait en avoir 2000. Mais ce n'est pas du tout un but. Ce qu'on veut, c'est être avec elles pendant au moins 2 ans, 3 ans, sur nos 3 types d'actions que je citais, dont en euros, dont en nature, ou bien offrir des séjours. Et donc Magie à l'hôpital, on a fêté le premier anniversaire avec elles. Et ce qu'on a fait, ce sont des enfants qui sont hospitalisés, y compris certains qui sont hospitalisés pour leurs derniers jours de vie. Et on le sait, ils ne le savent pas, heureusement. Et quand ils viennent chez nous, quand ils viennent dernièrement dans le Center Parks de Sologne-Haute-Bruyère, ils viennent profiter d'un séjour merveilleux, unique, et on les prend 1 journée, 2 journées, et donc on en a accueilli 300. C'était les semaines, il y a 15 jours maintenant, qui ont profité de cet ensemble, de cette parenthèse en pleine nature, en dehors du monde hospitalier. Et donc, ils viennent avec leurs encadrants, ils viennent avec leurs parents. Puis ensuite, malheureusement, j'allais dire, ils retournent à l'hôpital. Mais ils ont eu cette parenthèse enchantée pendant 2 jours. Et c'est probablement, je disais tout à l'heure que nos collaborateurs, un des premiers critères, c'est qu'est-ce qu'on fait en la matière? Et un des meilleurs souvenirs, quand on les interroge en disant votre année, de quoi vous vous souvenez finalement? C'est quoi votre souvenir le plus marquant, votre action la plus marquante? C'est la marge que vous avez créée, c'est la satisfaction qui... ils nous disent tous, c'est ce moment avec Magie à l'hôpital et les 300 enfants qui sont venus et à qui on a donné un moment de vie merveilleux. Ouais, ce n'est pas étonnant. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, du coup, c'est que les associations avec lesquelles vous travaillez, c'est pas juste on fait un chèque, on finance, c'est vraiment on crée des projets ensemble, on avance ensemble. Et on leur dit, et y compris on leur dit que si ça se fait pas comme ça, s'il n'y a pas toutes ces conditions, on pourra arrêter le partenariat. Parce que sinon, c'est pas cohérent pour les associations. Oui, tout à fait. Alors, une dernière question avant de passer à la deuxième séquence, une question qui concerne l'égalité homme-femme, sujet dont on parle beaucoup, d'autant plus qu'il y a eu la journée du 8 mars tout récemment. La loi Rixain est passée en 2021, imposant un quota de 40% de femmes dans les COMEX des entreprises de plus de 1000 salariés d'ici 2027. 2027, c'est encore un peu loin, mais bon, c'est déjà ça. Où est-ce que vous en êtes au sein du groupe? Et est-ce que tu peux me dire combien il y a de femmes au COMEX et puis dans les postes à responsabilité? Oui.
Là-dessus, c'est le verre à moitié plein et le verre à moitié vide, ce sujet-là, pour moi, en tant que directeur général du groupe Pierre et Vacances Center Parcs. Verre à moitié plein, c'est qu'on a plus de 50% de nos managers, donc un directeur d'un Center Parcs, un Center Parcs, c'est énormément d'employés, donc c'est en gros plus de 500 employés à chaque fois, un Center Parcs. C'est des grosses des responsabilités. grosses responsabilités. Ouais. Sur ces postes-là, tous les postes managériaux, on a exactement 53% de nos managers qui sont des femmes. Donc ça, c'est très bien. Ce qui n'est pas bien, c'est que là-haut, et dans mon COMEX, aujourd'hui, je ne suis pas du tout, ni aux 40% que tu cites en 2027, ni aux 30% que je me fixe en 2026 de femmes, pour une bonne et simple raison, c'est qu'on est une grosse dizaine, on doit être 12, et il y a une seule femme dans mon COMEX, qui est Audrey, et donc je lui rends hommage. Est-ce que c'est la DRH? Parce que c'est souvent Non, c'est pas la DRH, Ah. c'est la patronne de l'IT. Alors, c'est pas faute d'avoir vraiment cherché, mis un point d'honneur dans mes récents recrutements à vouloir absolument recruter, chercher une femme. Il se trouve que pour diverses raisons, parce qu'on était pressé sur ce poste, parce que à la fin, il faut être deux dans l'aventure, il faut que la personne dise oui aussi. Ça ne l'a pas fait sur ces 2-3 derniers recrutements, mais donc voilà, ça c'est un point de progrès personnel. Et donc il faut être là-dessus très humble et très transparent en disant on va être à 30% de femmes dans le COMEX d'ici 2026 et je ferai en sorte qu'on soit à 30%. Et il y a des entreprises où il y a des programmes en fait, qui sont mis en place pour faire progresser les femmes, tu vois, qui les prennent parfois à des postes tout en bas de l'échelle et qui les forment, qui suivent des formations pour les faire monter petit à petit, qu'elles arrivent à gravir les échelons. Non, c'est clé. Et c'est, parce que sinon, c'est comme toutes les femmes dans les formations, les universités, les grandes écoles, où on voit qu'il y a une espèce de goulet d'étranglement. Et donc, il faut élargir ces goulets d'étranglement. Et donc, comment nous... Et donc, moi, je le fais en dessous. J'ai un très bon exemple en tête de promotion, très belle promotion d'une femme chez nous, juste avant son départ en congé maternité. Justement pour lui envoyer le signal de dire eh bien c'est pas parce que à l'inverse de tout le monde, je sais que tu vas partir en congé maternité dans 2 mois, c'était eh bien justement je vais te promouvoir et tu sais que pendant cette période et après tu auras ce nouveau titre, gros titre chez nous. Ça réussit magnifiquement bien et ça a été un bel exemple de comment on peut se soucier de faire monter au plus haut niveau les femmes chez nous. Absolument. Alors on va passer à notre deuxième séquence qui s'appelle du tac au tac. Il faut que tu choisisses entre 2 choses. Il est interdit de répondre les 2, évidemment, sinon c'est pas drôle. Et je précise qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est parti. Alors, est-ce que tu es plutôt bain ou douche? Douche. Côte de bœuf ou tofu? J'assume. Il n'y a pas de mauvaise réponse. J'assume. Non, mais je vais te dire pourquoi. J'assume côte de bœuf. Pourquoi? Parce que en fait, j'aime pas le tofu, donc je vais pas me forcer. C'est une bonne raison. Et donc c'est une bonne raison, mais de moins en moins quanti. Et j'allais dire, pas de plus en plus quali. Non, parce que je l'ai toujours mangé de façon très quali, donc, mais de moins en moins quanti. Plage ou piscine? Plage. Avion ou train? Train, sans aucune hésitation. Arrondi en caisse ou pourboire? Pourboire. Gourde ou bouteille d'eau? Gourde. Réunion en présentiel ou en distanciel? Je n'ai pas le droit de dire les deux. Donc, non, présentiel, je trouve que ça nous a beaucoup manqué, donc présentiel. Mais évidemment, on fait beaucoup de distanciel, etc. Il y a énormément de vertus à ça, mais quand même, ce lien humain, tu construis vraiment des choses en présentiel. Ensuite, tu les mets en œuvre en distanciel sans souci. Je suis le premier à le pousser et à le faire moi-même, mais quand même présentiel, il ne faut pas qu'on oublie. Plutôt livre ou liseuse? Livre. Et journaux papier ou tablette? Tablette. Merci beaucoup pour ces réponses du tac au tac. On arrive à la 3e séquence qui s'intitule « S'il n'y en avait qu'une, ce serait celle-là ». Quelle est la mesure concrète prise dans le cadre de la politique RSE du groupe et qui a changé la donne pour ton entreprise? Si tu devais recommander une mesure à nos auditeurs, on a beaucoup d'entreprises, c'est une cible essentiellement B2B ce podcast, donc beaucoup d'entreprises qui nous écoutent. Quelle est la mesure que tu leur recommanderais? C'était l'été passé, donc juste avant tous les feux de forêt, inondations, tout ce qu'on a vu, mais donc l'été passé, l'été 2022, où on a assumé, c'est même plus qu'on a assumé, on s'est engagé au niveau du COMEX dans 2 choses à la fois. 1,
notre plan de transition énergétique et écologique en disant on assume aujourd'hui que notre empreinte carbone, elle est de temps et qu'en 2030, on va la baisser de 46%. Et au même moment, donc ça, on peut dire tous, 2030, c'est facile, on sera a priori. Enfin, si, je pourrais peut-être être au même poste et toi au même micro, mais peut-être que non. Donc c'est plus facile de prendre des engagements à 2030. Mais on l'a lié à un engagement à très court terme qui était cet engagement de sobriété énergétique, qui était de dire, d'ici 2 ans, entre 2022 et 2024, on baissera d'au moins 10% nos consommations énergétiques. Et donc tout ça, on l'a dit en interne, on l'a dit en externe, c'est-à-dire que mon empreinte carbone, elle est connue, contribution du scope 1, 2, 3, c'est connu, la contribution de Center Parcs versus Pierre et Vacances, c'est connu, on a été hyper transparent, tout en disant, on sait qu'on a des progrès à faire, on l'assume, mais regardez comment on va le faire, et ce jour-là, cet engagement-là, à la fois à court et à long terme, est cohérent entre les deux, c'est ça qui a créé le déclic dans le groupe, parce qu'avant, on avait ce petit côté, ah oui, mais est-ce qu'on peut le dire ? Est-ce qu'on peut être transparent là-dessus ? Il n'y a plus aucune de ces questions-là qui se posent. Et on assume de dire au client, quand il vient chez nous, qu'on a baissé à 19 degrés la température, qu'on a baissé de 2 degrés la température de l'eau dans les piscines. On l'assume. Donc transparence et pédagogie. Exactement. Alors, ce podcast touche à sa fin. Franck, je vais te laisser la parole pour le mot de la fin. Tu nous dis absolument ce que tu as envie de nous dire en 30 secondes, en 1 minute, le message que tu voudrais passer à nos auditrices et à nos auditeurs. Le message, moi, que je voudrais passer à ce micro-là, c'est que aujourd'hui, beaucoup plus qu'hier, et probablement encore moins que demain, c'est que demain nous appartient. Et donc, tu es très forte. Je ne te le fais pas dire. Très forte en branding et en marketing. Mais pourquoi je dis ça ? Parce que on voit, et il suffit juste d'écouter l'actualité, on voit plein de sujets où les gens disent « Ah ouais, mais c'est un autre qui décide, on n'est pas d'accord, j'aurais fait différemment, il y a d'autres solutions. » On a des sujets comme ça tous les jours. Ce sujet-là, de la transition écologique, il nous appartient. Il nous appartient. Et donc, ce qu'on n'a pas, c'est les ordres de grandeur. Donc, il faut de plus en plus que les gens sachent ce que coûte en empreinte carbone un geste ou bien un meilleur geste. Mais ensuite, la solution, elle est dans nos mains. Nous, entreprises en particulier, nous ensuite citoyens. Mais donc, on ne pourra pas dire ah, on le savait, mais on n'a pas agi, ou alors on le savait, on aurait voulu agir, mais il n'y avait pas les solutions. Toutes les solutions, elles existent aujourd'hui. Les solutions techniques, technologiques, les solutions d'adaptation. Et je suis contre la décroissance. Je suis pour une croissance raisonnée, une croissance différente. Mais tout existe, tout est entre nos mains. Simplement, il faut consommer différemment. Et donc le tourisme, et je finirai par là, le tourisme, ce tourisme local, qui fait à peu près la moitié des nuitées, un peu plus que la moitié de toutes les nuitées, des 90 millions de touristes en France, eh bien, à la fin, son empreinte carbone, elle est de 25%. Et donc, ce tourisme local, c'est celui qui est l'avenir du tourisme. Évidemment, je continuerai, comme toi, à aller une fois tous les 18 mois, tous les 24 mois dans un autre continent, parce que c'est notre richesse, c'est notre ouverture. Mais plus aussi fréquemment qu'avant. Et donc, on va beaucoup plus aller tout proche de chez nous. Et donc ça nous appartient de changer le tourisme. Et moi, ce que je veux, c'est l'ambition pour le groupe, c'est que ce groupe Pierre et Vacances Center Parcs, ce soit ce leader du tourisme réinventé, d'un tourisme responsable, aligné avec les aspirations de tout le monde. Merci beaucoup, Franck, pour ce mot de la fin. Demain nous appartient, demain vous appartient, on l'a bien compris. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. La semaine prochaine, j'aurai le plaisir de recevoir une autre personnalité engagée, le chef Thierry Marx. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci. Merci.